Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre vie vous a inspiré des films que vous avez paradoxalement tournés sans faire le moindre cinéma. Le dernier évoque les souvenirs d'une enfance bienveillante et métissée que les moins de 20 ans ne pourront hélas sans doute jamais connaître. Bonjour Alexandre Arcadi. Bonjour. Alors c'est vrai que demain sort sur les écrans Le Petit Blond de la Casbah, un film très attachant que vous avez réalisé sur vos souvenirs d'enfance. Il y a également le livre. Il était sorti il y a 20 ans, il ressort avec de nouveaux chapitres, je crois. Exactement. Chez Plomb. Et puis il y a votre parcours. Et le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Et la première date que j'ai trouvée, Alexandre Arcadi, c'est le 29 septembre 1969. Écoutez ce générique. Le générique de la Cravache d'Or. Oh, la Cravache d'Or, où vous êtes Jean dans ce feuilleton, qui est un feuilleton où au générique vous êtes Arcadi. Ah oui, oui je me nomme Arcadi dans le... Ah bah c'est incroyable, voilà. Ça, je ne me rappelle plus alors là franchement. Et c'est vrai que c'est une série sur l'univers des courses en 26 épisodes de 13 minutes à laquelle vous avez participé. Oui, à l'époque j'étais au Théâtre de la Ville, je me souviens, jeune acteur au Théâtre de la Ville qui venait d'ouvrir. Et vous vous rendez compte, être dans un feuilleton, jeune acteur, c'était d'une excitation absolue. Alors c'était le côté, allez, on prend un taxi, on va au studio, on revient, on joue au théâtre. C'était très excitant. Oui, c'était l'histoire d'un jeune garçon, un jeune jockey qui va chercher la gloire sur les pelouses des champs de course. Et vous étiez dans cette histoire, ça a duré longtemps, je crois qu'il y a eu 73 jours de tournage. Ah, moi, je pense pas en avoir fait 73. Non, mais il y en a eu que ça a été long. Ouais. Et c'était au départ un texte de Paul Vialard. Et Paul Vialard a été important dans la carrière de Pagnol, car quand Pagnol a débuté, il ne savait plus où aller. Et c'est Vialard qui lui a conseillé de faire du théâtre. Ah oui, c'est incroyable. Alors, c'est vrai que vous avez découvert le monde des courses avec ce feuilleton, Alexandre Arcadi. Brièvement, hein, je me souviens de quelques séquences dans des box avec des chevaux, mais enfin... j'ai mieux connu les courses plus tard avec ma fille qui m'obligeait à l'accompagner pour ses cours d'équitation jusqu'à son galop 7. Alors je vous raconte pas les coulisses des courses, là je les ai connues. Oui, je vois très bien ce que c'est. Il y a à la mode Beuvron tous les ans un concours avec les galops. Exactement. Alors la Cravache d'Or, il faut le savoir, c'est une cérémonie annuelle qui récompense le jockey qui a remporté le plus de victoires. Et le record en la matière, je crois, c'est Yves Saint-Martin avec 15 Cravaches d'Or. Ah oui, je ne savais pas. Alors au départ, Alexandre Arcadi, vous n'auriez pas dû être comédien, vous auriez dû être géo au Club Méditerranée. Bah, d'abord, j'ai été comment dire, ouvrier agricole dans un kibboutz, hein, parce que j'ai passé pratiquement 2 ans dans un kibboutz. Et à mon retour, évidemment, mon kibboutz était situé à côté du club méditerranéen. Mais je connaissais pas du tout le club Med. Hein. Et l'année suivante, pour aller voir mes copains, je me suis dit, bah, quelle bonne idée, je vais m'inscrire au club. Comme ça, j'irai voir gratuitement. J'aurais pas l'avion à payer pour aller voir mes copains au kibboutz. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé au club. Et j'y ai trouvé une famille, parce que d'abord, j'ai été très, 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 très bien accueilli par Gilbert Trigano et sa fille, Lydie Trigano, qui est toujours mon amie. Et puis j'ai inauguré au club ce qu'on a appelé le forum, c'est-à-dire ces activités dites culturelles à l'intérieur de ces lieux de vacances. Et ça a été une période formidable. Mais comment c'est venu ce forum? On vous a laissé carte blanche parce que c'était pas évident au club. Chacun avait son territoire. Oui, bah c'est à la suite de ce première saison et j'étais dans un endroit qui s'appelait Port-Iragne, je me souviens. Et là, j'ai inauguré, parce que je n'étais pas du tout animateur. Enfin, c'était pas mon truc, être animateur. Donc, ce que je savais faire, c'était plutôt être acteur, animation culturelle. Et donc, j'ai inauguré comme ça en improvisant des activités. Ça a intrigué la direction à Paris. Ils sont tous venus me voir. Qu'est-ce que c'est ce gamin-là qui fait des trucs incroyables dans ce village? Et puis, ils m'ont proposé l'année suivante de faire un spectacle. Et je suis parti en Espagne et ça a été mon premier spectacle à Porto Petro. Et certains vieux vacanciers, quelquefois me rencontrent, me disent « Ah, je me souviens de ce spectacle tiré d'un poème de Lorca. » C'était assez incroyable. Donc, de très belles relations avec Gilbert Trigano. Et j'ai continué comme ça un petit peu. Quand on m'a proposé de devenir permanent, là j'ai dit à Gilbert, non, moi ce que je veux faire c'est du cinéma, donc je vais pas faire géo. Et je crois justement que Lydie, c'est elle qui vous a présenté à son père Gilbert Trigano. Oui, c'est elle qui...
Enfin, alors disons plutôt, c'est moi qui étais voir son père pour parler d'elle. Voilà, ça s'est passé comme ça. Mais Trigano, c'était un personnage extraordinaire. Il a été, je ne sais pas si vous le savez, reçu par Jean-Paul II un jour. Et il a dit « Mon travail consiste à réunir des hommes et des femmes du monde entier pendant quelques jours dans les plus beaux endroits du monde pour leur apporter un peu de bonheur. » Et le pape lui a répondu « Mais alors Trigano, nous faisons le même métier. » C'est une très jolie réponse. Et je crois que vous êtes souvent retourné au club mais pour écrire des scénarios. Exactement. Alors ça a toujours étonné mes copains à qui je disais j'écris mes scénarios au club. On me disait comment au club? Mais je dis mais c'est extraordinaire parce qu'on s'enferme, on travaille très sérieusement, on s'enferme dans les chambres, on travaille et puis à midi, le soir, les scénaristes ne sont pas obligés d'être seuls autour d'une table dans un restaurant. On s'est vu déjà toute la journée, ça faisait long et le soir on rencontrait d'autres gens, on faisait d'autres choses, ça nous vidait la tête et on repartait le lendemain pour écrire avec autant de plaisir. Et vous avez toujours, je crois, Alexandre Arcadi, été fasciné par les acteurs. Depuis de votre enfance? Toujours, oui, parce que au fond, j'ai abordé le cinéma. Je savais qu'un jour j'arriverais au cinéma parce que et je le montre un petit peu dans le film Le Petit Blond de la Casbah. Je savais que je voulais faire du cinéma, mais ce qui m'intéressait, c'était pas tant la technique, c'était les acteurs. Et pour y arriver, je suis devenu metteur en scène de théâtre. Et donc, mon idée, c'était de faire de la direction d'acteurs. Parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus formidable, les acteurs. Vous savez, c'est ce qui fait la première impression au cinéma. C'est eux qui incarnent. Vous savez ce que disait comment dire, ce metteur en scène, mince, son nom m'échappe. Il disait, maître, quand vous arrivez sur un décor, vous mettez la caméra où? Il dit, là où on voit le mieux. Orson Welles. Là où on voit le mieux. Et je laisse jouer les acteurs. Et si les acteurs sont bons, je me rapproche. Eh bien, moi, souvent, et surtout dans Le Petit Blond de la Casbah, je me suis souvent rapproché des acteurs. Oui, et toujours, et d'ailleurs, les acteurs se sont rapprochés de vous aussi. Mais bien sûr. C'est réciproque. Alors, il y a un homme à qui vous devez beaucoup, Alexandre Arcadi, c'est Jean Mercure. Oui, c'est lui qui m'a casté, comme on dit, on disait pas ça à l'époque, qui m'a choisi pour être jeune acteur au théâtre de la ville. Et j'ai comme ça à la fois été dans l'école d'acteurs qu'il y avait à cette époque-là, et j'ai également participé techniquement comme assistant, metteur en scène. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses en un an. J'ai appris en un an ce que j'aurais dû apprendre en 10 ans, quoi. Oui, en fait, Jean Mercure venait de reprendre la direction du théâtre de la ville, qui était l'ancien théâtre Sarah Bernard, oui. Et il voulait l'ouvrir au théâtre contemporain, à la danse contemporaine. Il fait un casting, et je crois que vous êtes engagé comme doublure au départ. Voilà, j'étais engagé comme doublure de Jean-Marie Flotas. Oui. C'est ça, c'est un acteur qui était incroyable. Je crois qu'il vit en Espagne maintenant. Mais c'était un engagement un peu étrange, parce que moi je mesure 1m72, hein, et Flotas il mesure 1m95. Comme doublure, c'était pas exactement la bonne personne, mais enfin c'était ça la façon d'engager les jeunes acteurs là-bas. Et comment vous étiez arrivé dans ce casting de Jean Mercure? J'ai appris qu'il y avait, je rentrais du kibbutz, j'ai appris qu'il y avait une audition, et j'ai été passé à l'audition, voilà, tout simplement. Et non seulement vous avez été acteur, mais vous avez tout fait, la technique, l'assistanat. Jean Mercure vous a fait confiance, il vous a repéré, Alexandre Arcadi. Oui, enfin vous savez, c'était une période un peu douloureuse, parce que mon père, juste en début de cette année théâtrale, mon père est parti, et je me suis retrouvé à la tête de cette famille nombreuse que je décris dans ce film, Le Petit Blond de la Casbah. Et le peu de sous que je gagnais en tant que jeune acteur n'était pas suffisant, donc j'ai été le voir, je lui ai dit mais il faut que je travaille plus, et donc il m'a offert ce double travail, à la fois être acteur et assistant du directeur de plateau du théâtre de la ville. Il faut savoir aussi que Jean Mercure a lancé une formule à laquelle personne ne croyait à l'époque, c'était les récitals de 18h30. Ah oui, et je m'en occupais, et j'étais le responsable des 18h30. Alors quel plaisir d'amener au milieu de la scène Juliette Gréco, Charles Trenet, enfin tous ces chanteurs qui venaient animer ces 18h30, et c'était incroyable. Mais ça a lancé Yves Duteil lorsqu'il a fait la Tarentelle en 77, personne ne le connaissait, il a fait le théâtre de la ville, il est devenu une vedette en quelques jours. Alors vous savez, avec Yves Duteil, moi j'ai encore une autre histoire, parce que quand j'étais à Porto Petro au Club Med, lui il était géo-excursion.
Et il grattait de la guitare. Et moi, j'organisais des soirées poétiques. Et à chaque fois, il venait me voir en me disant « Je peux venir à ta soirée ?» Je lui dis « Oh non, j'y croyais pas trop. » Et après, j'ai dit à Yves, comme je me suis trompé. Il en est à 50 ans de carrière et ce n'est pas fini. Ah, c'est un ami formidable. Et puis vous avez fait une école de cinéma quand même, une école de théâtre avec une dame, c'est Jeanne Sicard, en même temps que Michel Leb et Philippe Corsan. Exactement. Et alors là, j'avais une passion pour Michel Leb. Je trouvais c'était le jeune premier magnifique. Moi je l'admirais, quoi. J'étais en admiration face à son travail. C'était incroyable, oui. Oui, et ces cours vous ont servi ensuite? Ah ben bien sûr, pas en tant qu'acteur puisque j'ai arrêté, Oui. encore que j'ai fait quelques films, vous savez, avoir 20 ans dans les Aurès, et puis enfin, j'ai joué au théâtre beaucoup, sous la direction de Michel Doré, ça nous rajeunit pas On tout va ça. en parler, oui. Voilà, donc elle était là, elle nous donnait des cours, c'était bien agréable. Voilà. Et effectivement, le théâtre, c'est une autre activité qu'on va évoquer à travers une autre date, le 15 septembre 1970. À tout de suite sur Sud Radio avec Alexandre Arcadi. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Alexandre Arcadi. Nous parlerons tout à l'heure du Petit Blond de la Casbah, ce film qui sort demain sur tous les écrans et sur lesquels il y a déjà beaucoup d'échos très, très positifs et très émouvants. Il y a également le livre chez Plon qui sort, qui est une nouvelle version d'une biographie parue voici 20 ans, et le 15 septembre 70. Première mise en scène, première de haute surveillance, une pièce de Jean Genet au Théâtre Récamier. Oui, au Théâtre Récamier, incroyable, j'avais 21 ans je crois. Et j'obtiens les droits de cette pièce en écrivant tout simplement à Gallimard. Pourquoi j'ai écrit à Gallimard? Parce que je voulais jouer un rôle dedans. Et on disait, il donne les droits à personne. Donc je lui ai écrit, il était au Japon, et je lui ai expliqué, je vous connais pas, je viens de vous découvrir. Et par retour, Gallimard me dit, Monsieur Genet accepte de vous donner les droits, alors que tout le monde les voulait, ces droits. Et me voilà avec les droits d'une pièce, ne sachant que faire, et on me dit que Jean-Louis Barrault, qui dirigeait à l'époque le Théâtre Récamier, voulait monter cette pièce. Donc je vais le voir, et je lui dis voilà, j'ai la pièce. Il me regarde, il me dit mais comment vous avez fait? Je lui dis écoutez, j'ai écrit une lettre, contrairement aux mauvaises langues, j'ai jamais rencontré Jean Genet, mais il me dit alors vous avez fait la mise en scène? J'ai dit non, pas vraiment, mais ça va être ma première mise en scène, mais en plus de ça, je veux jouer. Comment vous voulez jouer dans la... J'ai dit oui, sinon je vous donne pas la pièce, moi c'est pour jouer que je... Et voilà, et j'ai donc joué et mis en scène la pièce. Il faut savoir qu'à l'époque, Jean-Louis Barrault s'occupait de ce théâtre, aujourd'hui, qui est juste une école de répétition pour des cours, c'est vraiment dommage, et qu'ensuite il a pris la gare d'Orsay avant d'aller au rond-point. Et il se trouve effectivement que Jean Genet, vous l'avez jamais rencontré? Non, jamais. Il avait des lubies comme ça le passionnait, il vous a fait confiance et voilà, ça cette lettre a dû le toucher parce que montrant mon ignorance face à lui, etc., bon, il a dit pourquoi pas. Alors, la pièce est un succès pendant 2 mois, mais la critique a été déplorable. Ouf, terrible, une critique mais épouvantable. Mais il faut dire que je l'ai cherché aussi. Ah bon, pourquoi? Ah oui, parce que j'avais lu une critique, il y avait un critique qui s'appelait Jean-Jacques Gaultier à l'époque c'était le François. Le Figaro, c'est le critique qui vidait au Figaro. Et il avait écrit une critique absolument abominable sur Jean Genet, cette pièce en 48. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté une page de publicité dans le Figaro et j'ai fait apparaître la critique. Alors vous imaginez, je cherchais quand même le bâton pour me faire battre. Et bon, ça a marché, mais on vous a quand même conseillé de changer de métier, Alexandre Arcadi. Oui, on m'a dit, écoute, ça va, c'est un premier essai, essayer de faire autre chose. Mais vous savez, je suis un obstiné et je me laisse pas abattre et j'ai continué. Et le hasard ou le destin vous a conduit un jour dans le bureau de quelqu'un qui cherchait un directeur pour le théâtre Jean Villard à Suresnes. Enfin, c'est pas exactement comme ça, parce que après haute surveillance, je voulais aller au festival d'Avignon. Avignon, même pas on m'a regardé. Et donc, je me suis tourné vers une ville limitrophe, Arles, qui n'avait pas de festival, et j'ai été voir
par la mairie. J'ai dit, vous voulez pas faire un festival? Et j'ai donc inauguré le festival d'Arles avec Julien, comment il s'appelait, Clerc, le photographe, pas Julien Clerc. Lucien Clerc. Lucien Clerc, voilà. Et qui était un grand photographe. Et ensemble, on a inauguré ce festival qui est devenu le festival de la photographie. Et donc, j'ai monté mon premier spectacle, un spectacle énorme avec beaucoup de décors, beaucoup d'acteurs. Et j'avais joué que 7 fois. J'étais un peu... Oh, ça me disait, quand même. Donc on m'a dit, mais il y a un organisme qui fait tourner les spectacles un peu partout dans les théâtres. Je vais voir cette dame, on parle, elle me dit, mais écoutez, monsieur, vous savez, dans les maisons de la culture, on fait tourner un spectacle avec un acteur, voire 2 acteurs et une chaise. Quelquefois, on n'a même pas la possibilité d'avoir la chaise. Vous imaginez votre spectacle. Ah bon, merci, au revoir, je pars. C'est comme au cinéma, hein. Je tire la porte, je fais pour sortir. Elle me dit, au fait, est-ce que ça vous intéresserait d'être directeur de théâtre? Je suis retourné et la première chose que je lui ai dit, ça dépend où. Vous voyez mais cette espèce d'arrogance. Vous aviez 24 ans en plus. Ah, oui. J'ai dit ça dépend où. Elle me dit à Suresnes. Je dis à peine où c'était Suresnes. Et me voilà à la tête du théâtre Jean Villard, un immense paquebot de 1400 places. Et je m'occupe de ce théâtre et des destinées de ce théâtre pendant 3 ans. Voilà. Et ça s'appelle le théâtre Jean Villard parce qu'en 51, il a installé son TNP provisoirement dans ce local. Exactement. Il y avait l'ombre de Gérard Philippe qui planait dans ses coulisses, c'était extraordinaire. Et c'est là où j'ai rencontré, attendez, parce que j'organisais la programmation, Georges Brassens. J'ai accueilli Georges Brassens, j'ai accueilli Barbara, j'ai accueilli tous les grands des grandes vedettes de la chanson qui venaient chanter au théâtre Jean Villard. Et vous avez un souvenir particulier sur Barbara qui se glissait, je crois, pour voir les spectateurs derrière le rideau. Oui, elle était à 4 pattes, elle regardait pour le rideau et puis elle regardait si le piano était en place. Mais j'ai un souvenir incroyable de ce spectacle-là. Elle n'avait pas chanté depuis longtemps, elle sortait de maladie. Et c'était son premier récital. Et je vous jure que c'est vrai. Elle s'est mise au piano, elle n'a pas chanté une chanson, c'est toute la salle qui a chanté les chansons parce qu'elle s'en souvenait plus des paroles. Et toute la salle chantait avec elle, mais c'était extraordinaire. Et vous avez parlé de Brassens, et justement, il y a un point commun entre Brassens et Jean Villard, c'est la ville de Sète. C'est une plage où même à ces moments furieux, Neptune ne se prend jamais trop au sérieux. La supplique pour être enterré à la plage de Sète, une chanson de 6 minutes, et le vœu de Brassens a été exaucé. Et c'est vrai que quand vous prenez le Jean Villard et le premier festival qu'il a créé, car il venait de Sète, les armes sont celles des joutes de Sète. Personne ne l'a remarqué au départ. Oui. Mais vous savez, une toute petite parenthèse. Quand j'ai fait ce film, le Petit Blond de la Casbah, il y a cette voisine qui joue un grand rôle dans ma vie, Josette. La cartomancienne. Non, sa fille. Oui. Et pendant les finitions, elle me téléphone. Je l'ai pas vue depuis 40 ans. Et c'est pas possible comment elle m'a retrouvé. Elle savait pas que j'avais fait un film. Et on s'est vu il y a la semaine dernière à Sète, pour lui montrer le film. Pourquoi Sète? Parce que je voulais lui rendre hommage à Brassens, parce que c'est elle qui, pour la première fois, m'a fait entendre une chanson de Brassens, Les bancs publics. Incroyable. Alors, il y a eu aussi un autre hommage que vous avez réalisé lorsque vous étiez à Suresnes, et vous étiez le premier à le faire, c'est Claude Berry. À l'époque, c'était pas le Claude Berry qu'on connaît aujourd'hui, il avait fait le cinéma de papa, et ça vous avait fasciné, Alexandre Arcadi. Ah oui, moi j'adorais ce film, j'adorais vraiment, et je trouvais que c'était un metteur en scène formidable, et je lui ai organisé une petite rétrospective. Il m'en parlait souvent, et cette rétrospective est restée comme ça entre nous, un lien assez fort. Oui, d'ailleurs il faut savoir que le cinéma de papa, c'était un enfant juif qui rêvait de devenir acteur. Exactement. Donc ça vous a touché. Et bien sûr, mais comme beaucoup de monde, hein, vraiment, j'étais pas le seul. Et puis le Splendide a discrètement démarré chez vous, mais pas avec les sketchs qu'on connaît. Non. Alors, il y avait le café du théâtre, hein, avec Romain Bouteille, et en face ouvre le théâtre du Splendide. Et je crois que j'ai été le premier à leur faire un contrat hors mur, si je puis dire, puisque c'est la première fois qu'ils sont venus jouer en dehors de leur mur, c'était à Suresnes. C'est extraordinaire. Et il y a aussi le Magic Circus. Exactement. Là, je les ai accueillis parce qu'ils n'avaient plus d'endroit pour aller. Je leur ai dit, écoutez, j'ai un sous-sol, venez. Donc, ils sont arrivés avec les
les animaux, enfin tout le Magic Circus, quoi. Ils sont restés quelques semaines, je les ai hébergés dans ce théâtre. Et après, ils sont justement allés à Orsay, chez Jean-Louis Barrault. Exactement, voilà, la boucle se boucle. Alors, il y a quand même la mise en scène qui a continué, et je crois qu'il y a un spectacle qui a beaucoup compté, c'est Hôtel Baltimore à l'espace Pierre Cardin. Exactement. Donc j'ai créé ce spectacle parce que je l'avais vu à New York, off New York, comme on disait, off Broadway, et j'ai trouvé le spectacle, un spectacle formidable. On l'a adapté, c'est Diane Curis qui l'avait adapté en français, et on l'a d'abord créé à Suresnes, et ça a été repris à l'Espace Cardin, et ça a été vraiment un des premiers grands succès de théâtre. Oui, et au désespoir de Cardin, parce qu'il n'aimait pas les succès dans son théâtre, il aimait les échecs, et il m'a dit un jour, avec tout ce que j'ai perdu au théâtre, j'aurais pu m'acheter 50 châteaux, mais je préfère avoir perdu de l'argent au théâtre. Exactement, c'était un personnage assez unique quand même. Et Hôtel Baltimore est devenu un téléfilm, malheureusement. Vous n'avez pas eu de chance le jour de la diffusion. Alors là, franchement, la diffusion est tombée le jour de la mort de Mao Tse-tung. Vous imaginez, le monde entier s'est arrêté pour parler de la mort de Mao Tse-tung. À la télévision française, on m'a dit qu'est-ce qu'on fait? On diffuse pas? J'ai dit diffuser. J'avais quelques amis chez moi devant des écrans de télé. J'ai dit diffuser. Ils l'ont diffusé à minuit. Bon, ben c'est pas grave, c'est comme ça. Et finalement, c'est devenu un classique quand même. Il a été rediffusé plusieurs fois. Oui, très, très souvent, oui. Et il y a eu le cinéma ensuite, mais le cinéma, c'est une autre aventure qu'on va évoquer dans quelques instants à travers une autre date, le 9 octobre 1978. À tout de suite sur Sud Radio avec Alexandre Arcadi. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Alexandre Arcadi. Alors nous parlerons tout à l'heure de ce Petit blond de la Casbah que vous avez déjà évoqué, ce film qui sort demain. Le livre également est disponible dans une nouvelle version chez Plon. Je le dis pour celles et ceux qui l'ont déjà lu dans une première version voici 20 ans. Et il y a une date importante dans votre vie, c'est le 9 octobre 78, premier jour de tournage de ce film. Le coup de Sirocco. Car c'est vraiment ce jour-là que le film a commencé à être tourné. Oui, c'est le premier jour de tournage pour Patrick Bruel aussi. Oui. Roger Hanin avait déjà plusieurs films derrière lui, et puis une jeune actrice, Chazelle, qui était là, qui jouait Marianne Chazelle, qui jouait son premier rôle aussi au cinéma. Donc c'est un moment tourné à Meudon, je me souviens, et c'est un moment assez unique parce que premier pas dans le cinéma, c'était mon rêve, quoi, voilà. Et puis, quand j'ai dit moteur pour la première fois, j'étais tellement étonné, et que j'ai oublié de dire couper. Et alors? Et ben, quelqu'un m'a dit, il faut dire couper. Alors j'ai dit couper. Et ce jour est historique parce que c'est le jour de la mort de Jacques Brel. Exactement. J'allais sur le tournage et tout d'un coup, je me suis souvenu, on nous a annoncé que Jacques Brel venait de disparaître. Et alors c'est très étonnant parce que, au fond, ma rencontre avec Bruel est liée aussi à Jacques Brel. Parce que j'avais auditionné le jeune Patrick Bruel, et puis je lui avais pas donné de réponse. Et quelques temps plus tard, on lui a téléphoné pour lui dire qu'il faisait le film. Et lui partait, pas de téléphone portable à l'époque, partait au Club Med, au Rouen Club Med, il partait géo au Club Med. Au Mexique, je crois. Et arrivé en bas, il se rend compte qu'il a oublié les cassettes de Jacques Brel parce qu'il chantait du Jacques Brel. Et il est remonté à la maison où le téléphone a sonné à ce moment-là, et c'est là que j'ai réussi à le récupérer. C'est quand même inouï. C'est inouï. Il faut savoir que Brel était à l'hôpital de Bobigny depuis plusieurs jours, sous un pseudo, Jacques Romain, ses deux prénoms, et il espérait s'en sortir et avait déjà prévu d'acheter une maison en Provence pour se ressourcer. Voilà, ça, je ne savais pas. Le destin ne l'a pas permis. Donc, ce film, le coup de Sirocco, il est né d'une rencontre avec Daniel Saint-Amand, qui est devenu votre co-scénariste, Alexandre. Oui, ça a été une... D'abord, j'avais écrit un premier scénario qui était un peu noir, et puis Gérard Lebovici, qui dirigeait Armédia, m'avait pris chez lui après le succès du film de Diane Curis, Diabolomante, qui était un succès énorme, donc... Et avec Diane, on avait créé la société Alexandre Film. Et en lisant le scénario, il me dit, mais je comprends pas, moi les Pieds Noirs, je les connais, face à l'adversité, ils ont toujours le mot pour rire, etc. Il y a cette joie de vivre. Je dis, mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est ça qu'il faut faire. Et j'avais lu un livre de Daniel Saint-Amand qui s'appelait Le Bourricot, qui m'avait fait mourir de rire. Il était à France Inter à l'époque. Je vais le retrouver, je lui donne le scénario.
au bout d'une semaine, il me dit, écoutez, je ne vais pas vous parler du scénario, je viens d'écrire un livre, voilà, Les Épreuves, ça s'appelle Le Coup de Sirocco, lisez-le, et puis on en parle. C'était la même histoire, sauf que lui, c'était sur le ton de la comédie, et j'ai pas hésité une seconde, j'ai adapté Le Coup de Sirocco. Mais c'est incroyable que vous ayez écrit la même histoire en même temps sur des tons différents. Un ton totalement différent, et voilà, et j'ai eu non seulement raison de prendre son livre, et puis ça a été une belle rencontre avec Daniel, puisque nous avons écrit tellement de films ensemble, que ce soit Le Grand Pardon, Le Grand Carnaval, L'Union Sacrée, Ce que le jour doit à la nuit, enfin tous ces films-là qui sont emblématiques. Ça, c'est le destin, parce qu'il n'y avait aucune raison que ça se passe comme ça. Non, mais d'abord, pour lui, il n'y avait aucune raison qu'il devienne scénariste, parce qu'il était journaliste, correspondant à Moscou, à Washington. Ensuite, il faisait cette revue de presse. Voilà, et je suis arrivé vers lui, et ça a changé aussi sa vie. Il se trouve qu'au départ, Roger Hanin, qui est la tête d'affiche du film, vous n'en vouliez absolument pas, Alexandre Arcadi. Ah non, j'en voulais pas. Je voulais pas de Roger parce que je trouvais que tous les films que je voyais de lui, il avait l'air guindé, il parlait pointu. Je trouvais pas que c'était le personnage. Alors j'ai été voir des Italiens, Tognazzi, Gassman, j'ai été voir des Espagnols, sans vraiment trouver ce que je voulais. Et Marthe Villalonga me disait, mais vois Roger. Et il vient de tourner un film avec Ruffio qui s'appelle Le Sucre. Va voir un extrait. Et je vais voir un extrait, grâce à la gentillesse de Ruffio, du Sucre, et je vois Hanin. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, tu es un idiot, absolument. Et j'ai été rencontrer Roger, qui a lu le scénario et qui m'a dit oui tout de suite. Voilà, c'était Albert Narboni, personnage voilà, qui l'a marqué pour la vie. Alors, il se trouve aussi que vous parliez de Diane Curis. C'est vrai que tout a commencé avec Diane Curis lorsque vous l'avez connue en 65, je crois, et votre complicité a été immédiate, Alexandre Arcadi. Oui, une complicité liée comment dire, d'une vie partagée pendant de longues années. Nous avons été au kibbutz ensemble, nous avons créé la société Alexandre Film ensemble, et puis là, elle est avec moi dans Le Petit Blond de la Casbah comme productrice déléguée avec moi. Donc voilà, c'est une longue et belle histoire. Mais c'est vous qui avez voulu créer cette maison de production en l'appelant Alexandre. D'ailleurs, Alexandre était, je crois, votre second prénom et le prénom de votre père. Voilà, mon papa était parti et en hommage à lui, j'avais proposé à Diane de donner son prénom et il se trouve que c'est mon deuxième prénom. Et alors au théâtre, je m'appelais seulement Arcadi. Exactement. Alors tous les journalistes disaient, mais vous n'avez pas de prénom? Alors j'en ai eu assez de cette question, j'ai pris mon deuxième prénom et je l'ai rajouté à mon premier prénom. Oui, surtout que votre prénom au départ, lorsque votre père a cherché, je crois que c'était Abel ou autre chose, il a hésité avant d'Arcadi. Oui, voilà, exactement. J'ai 4 prénoms. Arcadi, Alexandre, Antoine, Abel, que des A. Voilà. Alors, ce film donc sort le 29 avril 1979 et quelques jours avant, Roger Hanin vous dit ça ne marchera jamais. Ah bah, il m'a écrit une lettre, il me dit écoute, c'est bien, on a bien rigolé, on a fait un film formidable. Malheureusement, personne va venir voir le film. Et il l'a recommencé pour le Grand Pardon. Il m'a fait la même chose, le Grand Pardon. Et alors là, j'ai dit à Roger, écoute, Roger, un jour, si tu aimes un de mes films, surtout ne me le dis pas. Parce que, mais c'était extraordinaire pour le Coup de Sirocco, parce que il y a eu, ça a été un succès considérable. Et je me souviens d'une anecdote, dans la foule qui attendait le premier samedi sur les Champs-Élysées, il y a un type qui vient vers moi et qui me tire la main. Tu dis, avec l'accent pied noir, c'est pas bien ce que vous faites. Je dis, oh putain, il n'a pas aimé le film. C'est pas bien ce que vous faites. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, qu'est-ce que vous avez fait? En 62, on nous a entassés sur les bateaux, et là, vous nous entassez dans la salle de cinéma, c'est pas bien. C'est ça, l'humour. C'est l'humour pied noir. Alors, il se trouve que ça a été complet dès la première séance, et beaucoup disent que ce film a marché parce que l'histoire, c'était celle que les rapatriés avaient vécue. Exactement. C'est la première fois qu'on parlait de ces Français d'Algérie qui ont été balayés par l'histoire avec un grand H. Et face à l'adversité, ils ont remonté, ils ont retroussé les manches, ils se sont installés et ils ont construit, ils ont bâti sans rancœur, avec de la nostalgie, parce que le pays est resté pour eux dans la tête et dans le cœur. Pour nous, les enfants, moins, mais pour eux, ça a été une rupture terrible, terrible. Et ce film, finalement, vous a donné votre style de cinéma, Alexandre Arcadi. Oui, c'est-à-dire que j'aurais pu passer si j'avais fait mon premier scénario, je passais dans la catégorie art et essai, et là je suis passé dans la catégorie grand public. Bon ben j'ai continué grand public, hein.
Et pour ce film, vous avez fait quelque chose qui n'existait pas à l'époque, Alexandre Arcadi, ce sont des tests à l'américaine. Oui, pas pour celui-là. C'était pour Le Grand Pardon. Pour Le Grand Pardon, j'ai voulu faire un test parce que je me posais 3 questions. 1, la longueur. 2, sur une scène qui existait dans le film. Et 3, sur la chanson. J'avais mis à la fin une chanson. J'étais pas très sûr. Et j'ai eu 3 réponses. Donc j'ai rallongé le film parce qu'il n'était pas trop long. J'ai enlevé la chanson parce que les gens ne l'aimaient pas. Et la scène en question, elle est restée. Voilà. Et c'est, je crois, Le Grand Pardon, c'est le premier film mixé en Dolby Stereo de l'histoire. Ah ouais, alors là, cette histoire, c'est incroyable. Premier film français en Dolby Stereo. Vous imaginez, quand on entendait ces sons, on disait mais où est-ce qu'on est à la gare Saint-Lazare? On n'avait pas l'habitude d'entendre la stéréo. Et voilà, c'est le premier film. Mais comment c'est venu ça? On vous l'a proposé ou Oui, parce que c'est la technique qui venait d'arriver, et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Et dans ce film, il y avait Jean-Louis Trintignant, qui avait accepté, je crois, parce que physiquement, vous ressembliez à Jacques Laffitte et qu'il est un fan de voitures automobiles. Exactement. Je n'y croyais pas. Alors j'ai raconté, je me bataillais. Mais vous savez, le rôle. À la fin, il m'a dit écoutez, franchement, j'ai rien compris à votre histoire, mais je vais le faire parce que vous ressemblez tellement à Jacques Laffitte que je vais tourner. Mais il y a aussi une autre anecdote, c'est que je ne trouvais pas la maman de Roger Hanin et pour jouer sa mère. Et un jour, il me dit mais va voir Tata Juliette. Alors, je lui dis, c'est qui Tata Juliette? Elle est comédienne? Non, elle était receveuse au PTT. Alors, je vais la voir, une dame formidable, et je lui parle du film, et je lui dis, voilà, tous les personnages, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Et puis, je lui dis, en plus de ça, je vais tourner en cinémascope, vous vous rendez compte? Elle me dit, mais c'est quoi cinémascope, mon fils? Alors, je lui dis, c'est cinémascope, c'est cinéma, mais en beaucoup plus large. Et là, elle me répond, ah ben, ouais, vous avez raison de faire ça, parce qu'avec tout le monde que vous avez à mettre, vous avez besoin de place. Le bon sens. Et 10 ans plus tard, parce que je vous avais toujours dit qu'il vous a fallu 10 ans pour apprendre votre métier, il y a un film qui a compté aussi pour vous, Alexandre Arcadi, c'est Pour Sacha. Ah oui, Pour Sacha, ça a été... bon, au fond, je voulais raconter mes 20 ans, quoi, c'est ça, c'est important. Et puis, cette date d'anniversaire coïncidait avec ma présence au kibbutz en Israël, au moment de la guerre des 6 jours. Donc, vous voyez... Que vous avez vécu. Où j'ai vécu cette guerre des 6 jours. Et donc, j'ai eu envie de raconter cette période, une période importante pour Israël, où là, les choses se sont modifiées sur le plan géographique, sur le plan politique, etc. Et puis, j'avais envie de raconter l'expérience du kibbutz, quand on a cette espèce de foi comme ça, dans un idéal du quotidien qui est un peu utopique, mais enfin... Tout ça, j'avais envie de le raconter. Et beaucoup, d'ailleurs, après la sortie du film, vous ont demandé l'adresse de ce kibbutz. Oui, alors je disais, malheureusement, le cinéma, c'est comme ça. C'est que c'est 7 kibbutzim différents. Oui. Donc il va falloir y aller dans les 7 kibbutz que j'ai filmés. Et ce film, lui aussi, a été un miracle, Alexandre Arcadi, à sa sortie. Ah oui, un miracle. Un miracle parce qu'il est sorti un mercredi du mois d'avril 91. Il faisait très très beau, c'était un jour magnifique. Et je rencontre Junio avec son vélo devant mon bureau. Il me dit, bah dis donc, alors là, toi, vraiment, t'es courageux. Tu sors un film le premier jour de l'été, avec un match de football très important à 18h, c'est-à-dire ou une Coupe du Monde, une Coupe d'Europe, je ne me souviens plus, et un film sur Israël. Chapeau. Et alors là, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a raison, qu'est-ce qui va se passer? À 14h, il n'y a pas grand monde, à 16h, un tout petit peu, mais rien. À 18h, zéro. Et on a l'habitude, à la fin du première exploitation, de se réunir pour dîner ensemble et attendre ce qu'on appelle les chiffres, c'est-à-dire combien de spectateurs viennent dans la salle de cinéma. Et on attendait, on avait vraiment très très peu d'espoir. Et à 20h, on vient me voir en me disant toutes les salles sont complètes. Et à 22h, toutes les salles sont complètes. Et donc, sur un petit succès d'estime, c'est devenu un succès, un grand succès populaire, mais c'était inouï. Tant et si bien que le patron du GC, Alain Sussfeld, qui était dans son lit en pyjama, s'est rhabillé et est venu nous retrouver au restaurant pour nous dire « Alors là, chapeau, là, j'ai jamais vu ça de toute ma vie d'exploitation, une telle remontée spectaculaire comme ce film-là. » Et à propos de restaurant, il vous est arrivé une anecdote qui est entrée dans l'histoire dans une pizzeria des Champs-Élysées avec Patrick Bruel. Alors là, franchement, les journalistes ont dit n'importe quoi. Patrick vient dans mon bureau, j'habite pas loin enfin mon bureau est pas loin de Champs-Élysées, il vient me faire écouter une chanson, je crois que c'était Casser la voix. Comme j'avais pas de lecteur, on était descendu dans ma voiture au parking pour l'écouter en cassette dans la voiture. Il était 3h de l'après-midi, un samedi, et je dis Patrick, on n'a pas déjeuné, tu veux pas aller manger une pizza? Il me dit tu sais, sur les champs là, c'était la brûlée mania absolue, hein. Oui. Je lui dis bon enfin arrête,
pas pris ça au sérieux. Donc on se retrouve dans la pizza. Et là, on commence à manger. Il y a 3 gamines qui rentrent pour téléphoner parce qu'il y avait un taxiphone dans le... Ils l'aperçoivent. Les 3 sortent, il y en a 10 qui reviennent pour lui faire signer, etc. On se dit, bon, allez, on va monter au premier étage. Et au premier étage, on mange, on continue à manger, et tout d'un coup, on voit des têtes apparaître au premier étage qui surgissent comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Il y avait 800 personnes qui attendaient Patrick, là, mais on était coincés jusqu'au moment où on a dû faire venir la police pour l'exfiltrer. Et alors là, c'était la scène la plus drôle de cinéma que j'ai vue, cinéma muet. Lui est sorti... monté dans le fourgon des CRS. Le fourgon des CRS est parti dans la rue à fond la caisse. Les CRS qui étaient là ont couru jusqu'à leur fourgon, puisqu'il s'est arrêté plus loin, et derrière, il y a 800 personnes qui couraient derrière les CRS. C'était vraiment, on était dans un film burlesque. Un autre film beaucoup plus important et pour vous dans votre cœur, on va l'évoquer à travers la date du 15 novembre 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Alexandre Arcadi. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Alexandre Arcadi. On a évoqué vos débuts dans le théâtre, vos débuts au cinéma, vos grands succès. Et puis demain est un jour important avec la sortie de ce film, Le Petit Blond de la Casbah, dont voici un extrait de la bande-annonce. C'était une des plus belles villes de France. Tu vois, là-bas, c'est la Casbah. C'est là où je suis né. Ce film, vous y pensiez depuis 20 ans et même depuis toujours, Alexandre Arcadi. Écoutez, quand j'ai écrit ce livre, c'était à la suite d'un voyage en Algérie que j'avais fait pour présenter un film qui s'appelait Là-bas mon pays, avec dans le rôle principal Antoine Decaune. Et il y a eu une telle émotion, quelque chose qui s'est produit à la présentation de ce film, où je racontais cette terrible guerre que les Algériens vivaient à ce moment-là avec un islam radical qui était terrifiant, hein, pire que le Hamas, ou presque pareil, hein. Et à mon retour, je raconte ça à un éditeur qui me dit « Mais il faut écrire un livre ». Je dis ouais, « Un livre de souvenirs de cinéma, j'ai pas très envie ». « Non, un livre sur ton enfance. Parce que moi, ce qui m'intéresse, me disait-il, c'était Olivier Orban, c'est de savoir pourquoi tu es devenu le cinéaste que tu es là aujourd'hui. » Et là, j'ai dit « Ah, ça c'est intéressant ». Donc je me suis plongé dans cette enfance. Et j'ai écrit cette histoire avec beaucoup de plaisir en me remémorant évidemment ces moments merveilleux, lumineux, incroyables d'une enfance heureuse, hein, au fond, heureuse malgré la guerre. Et puis surtout, je me suis souvenu d'une anecdote très importante, c'est notre départ précipité, où sur le bateau, ma mère se tourne vers nous, les yeux en larmes, nous disant « J'ai oublié les photos dans le buffet de la cuisine ». Et je m'entends lui dire du haut de mes 13 ans « Je te les ramènerai, maman ». Et je pense qu'au fond, dès que j'ai été en âge de faire du cinéma, j'ai fait le coup de Sirocco pour lui ramener ces photos. Parce que elle avait laissé la moitié de sa vie là-bas et elle avait laissé les traces de ce passé là-bas. Mais quand on y réfléchit, Le Petit Blond de la Casbah aurait dû être mon premier film. Mais j'étais peut-être pas en maturité, comme on dit, pour pouvoir mettre des acteurs, des visages d'acteurs sur mes parents, sur mes frères, sur mes voisins, sur mes copains, mes oncles, mes tantes. C'était compliqué et un peu vertigineux. Il a fallu attendre un petit peu de temps, peut-être le confinement aussi, où le silence du confinement m'a ramené les bruits de la ville, ces bruits d'Alger. Et c'est à travers ces bruits et peut-être ces odeurs aussi que je suis revenu à l'écriture. Et je me suis dit, allons, c'est le moment de transmettre cette page d'histoire qui est singulière parce que c'était le vivre ensemble, c'était le bonheur simple. Nous étions pas riches, mais on était même très pauvres, mais on ne savait pas qu'est-ce que c'était être riche parce qu'on les connaissait pas. Mais on était plein de tout, quoi, du soleil, de la mer. Tout nous était donné à profusion, comme disait Camus. Et cette enfance merveilleuse, pas enjolivée, réaliste, parce que 90%, c'est vraiment des anecdotes absolument vraies, avec des personnages totalement burlesques, drôles, un père légionnaire qui ressemble à Yul Brynner, un oncle proxénète, une grand-mère qui mesure 1m50 et pèse 150 kilos, une voisine cartemansienne. Tout ça fait des personnages quand même très jubilatoires pour un metteur en scène et pour un scénariste. Et je me suis laissé aller à l'écriture du scénario. En écrivant une histoire dans l'histoire, parce qu'une partie de l'histoire se déroule aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que je parlais de Là-bas mon pays quand j'ai été présenter ce film. Et j'ai repris le même procédé, c'est-à-dire c'est un metteur en scène qui retourne à Alger d'aujourd'hui avec son fils
qui avait le même âge que lui quand il a quitté l'Algérie. Il lui montre Alger d'aujourd'hui et les problèmes de l'Algérie d'aujourd'hui. Et en parallèle, on voit l'histoire de son enfance. Alors il se trouve que vous avez toujours eu une bande de comédiens, de copains autour de vous. Là aussi, tout le monde a voulu tourner dans ce film, même des petits rôles, Alexandre Arcadi. Ouais, c'est incroyable. Non seulement il y a Pascal Elbé, Michel Boujna, Françoise Fabian, Marie Gillin, Moussa Masri, Smaïn qui était là. Enfin bon, Judith Elzem, tous ces acteurs magnifiques qui m'ont entouré. Mais il y a même Dubos qui un jour m'appelle, dit moi je ne suis pas dans le film. J'ai dit mais j'ai un petit rôle de... Il me dit je prends. Et il a pris, il est venu. Vous voyez, il y a eu une adhésion extraordinaire et j'ai eu une chance magnifique de découvrir un jeune garçon qui s'appelle Léo Campion, que j'avais découvert dans Le Temps des Secrets où il jouait Marcel Pagnol, on en parlait tout à l'heure, et il avait 10 ans. Et de jouer Marcel Pagnol à Alexandre Arcadi, quel beau cadeau c'est quand même. Hein. Voilà. Il se trouve que Léo Campion, c'était aussi le nom d'un chansonnier dans les années 50, qui avait fait beaucoup de sketchs, beaucoup de livres, c'est le même nom. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de trouver quelqu'un qui soit Alexandre Arcadi, parce que vous avez dû vous poser bien des questions. Qui peut jouer Alexandre Arcadi? Bah oui, j'étais un peu particulier, parce que bon, blond aux yeux bleus dans la Casbah, où tout le monde était noiro, voilà, il y avait de la différence dans l'air, si je puis dire. Et c'est peut-être la raison aussi pour laquelle j'ai tellement capté toute cette vie et j'ai su la retranscrire avec émotion. Et c'est Patrick Mille qui interprète mon rôle. Et tout à l'heure, on parlait de Josette, cette voisine, qui a été un élément fondateur dans ma construction. C'est Iman Perez qui la joue jeune et Valérie Caprisky qui la joue aujourd'hui. C'est elle qui m'a fait découvrir le cinéma, au fond. C'est elle. J'avais 8 ans et je découvre Jeux interdits. Et pour moi, à ce moment-là, le cinéma rentre dans mes veines. Franchement. Les Jeux interdits, tiens, on va se rappeler de la bande-annonce. Ce film vous a marqué complètement à vie. Ah oui, complètement. J'avais l'âge de Brigitte Fossé et j'ai su à ce moment-là que le cinéma allait occuper une grande partie de ma vie. D'abord, ça m'a préservé de la guerre. Pendant la guerre d'Algérie, je me suis beaucoup réfugié dans les salles de cinéma. Il faut dire qu'à Alger, on avait beaucoup de salles de cinéma, autant qu'à Paris. Hein. C'était des salles qui étaient incroyables. Et puis, je ne savais pas vraiment si j'allais en faire un métier, mais je savais que le cinéma allait être presque plus important que la vie, oui. Et Brigitte Fossé a fait ce film parce que sa tante et sa mère ont fait un pari, on va la faire prendre sur le film. Ils arrivent sur le film, elles hésitent, elles savent plus, et Brigitte Fossé, il va directement. Il voulait une actrice plus vieille, et puis elle a été choisie, et ça a fait sa carrière. Elle est magnifique. Et puis, il y a un autre film qui a beaucoup compté pour vous, c'est Babette s'en va en guerre. Ah, Babette s'en va en guerre, mon Dieu, Brigitte Bardot, cinéma Le Colisée, face à l'hôtel Aletti, je découvre ce film et ça a été un rêve. À tel point que vous passez un extrait de ce film dans votre film, ce qui est rare. Oui, parce que je raconte ce moment où je découvre ce film. Et puis il y a une très belle scène avec Marie Gillin où elle parle de cette actrice avec beaucoup de tendresse. C'est très très joli. Et puis il y a une chose que vous savez peut-être pas, c'est que dans ce film il y a Francis Blanche qui fait Papa Schultz. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il parle yiddish. En fait, Pierre Dac était venu sur le tournage, lui a appris quelques phrases de yiddish, et on ne s'en rend pas compte, mais c'est la façon dont Blanche s'exprime en Papa Schultz. Avec l'accent yiddish. Et il dit des paroles yiddish. Ah oui, ça je savais pas. Et puis il y a une autre chanson qui a compté pour vous, avec un héros cher à votre cœur. Il y avait un homme qui s'appelait Davy, il était né dans le Tennessee, si courageux que quand il était petit, il tua un ours du premier coup de fusil. Davy Crockett. Que Davy Crockett, vous en parlez aussi, ça a marqué votre vie, Alexandre Arcadi. Ça a marqué parce que j'ai participé à un concours à Radio Alger où on demandait aux enfants d'inventer de faire une invention même improbable. Et comme j'étais très très mauvais en orthographe, j'ai inventé le buvard magique, c'est-à-dire un buvard qui, quand on sèche l'encre écrite à la plume, ça efface les fautes d'orthographe. Et j'ai gagné le premier prix. Gagner le premier prix, ça voulait dire aller à Radio Alger, chanter une chanson. J'ai gagné une montre, un peu de sous, et j'ai chanté David Crockett. Alors j'étais habillé comme David Crockett, hein, vraiment. Et ça a été un souvenir
assez. J'étais devenu une petite vedette, voilà. Ah, et La Vie Croquette, au départ, c'était un feuilleton avant Zorro dans le Mickey Mouse Club de Walt Disney. Ça a tellement marché que ça a été des produits dérivés, à l'époque ça n'existait pas, à plusieurs millions d'exemplaires. Une toque soi-disant confectionnée avec des poils en raton laveur, tous les enfants l'achetaient. Exactement, je l'avais. Vous l'avez aussi. Alors, c'est vrai que tous ces films, ça vous a forgé le caractère. Et ce film, finalement, il y a aussi beaucoup de choses sur votre vie, parce qu'il y a aussi cette façon de vivre qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui, où toutes les portes étaient ouvertes. Exactement, c'était ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire, tout à l'heure je parlais du vivre ensemble, c'était incroyable. Les gamins finissaient le Ramadan chez les uns, le Noël chez les autres, le Pourim chez le troisième. Il n'y avait pas de frontières, on était solidaires, on était ensemble, alors que la guerre était à notre porte, hein, sous nos fenêtres, hein, il y avait des morts, etc. Mais à l'intérieur, entre les gens, entre les hommes, les femmes, il y avait cette espèce de simplicité de vie et de respect de vie. Et c'est ce qui nous manque le plus en ce moment. Hein. Et Patrick Fiori m'a raconté la même chose à Marseille, dans les HLM, à une époque où les portes étaient ouvertes, on allait chez les uns et chez les autres sans le moindre problème. Alors, vous évoquez ici votre père, votre mère, et les disputes familiales qui vous ont marqué aussi, Alexandre Arcadi. Bah oui, d'abord, mon père et ma mère, c'est mon père, ancien légionnaire, 19 ans de Légion étrangère, hongrois d'origine, ressemblant à Yul Brunner, je l'ai dit. Il devient, administrateur du cercle militaire d'Alger, et ma mère, serveuse aux messes des officiers. Ça commence comme dans un film de Gabin, dans Pépé le Moko ou dans Casablanca. Hein. Le beau légionnaire rencontre la petite juive d'Algérie aux yeux verts. Coup de foudre, 5 garçons d'affilée quasiment, parce que ma mère voulait avoir une fille, s'installe chez ma grand-mère, dans cet immeuble, cette rue du Lézard, et là c'est cette enfance que j'ai décrite tout à l'heure, incroyable. Et cette enfance dans laquelle vous avez voulu penser au cinéma déjà, et lorsque vous parliez de cinéma à la maison, on se moquait de vous, Alexandre Arcadi. Ah oui, ça c'était pas vraiment, on me prenait pas très au sérieux, mais heureusement que Josette, ma voisine, elle me prenait plus au sérieux. Et puis, votre imagination, vous l'avez forgée à la radio dans un film. Vous écoutez une émission très célèbre à l'époque qui s'appelle Les Maîtres du Mystère. Eh oui, alors Les Maîtres du Mystère. Mais parce que les jeunes ne peuvent pas se rendre compte, on n'avait pas la télévision à l'époque, donc ce qui nous reliait au monde, c'était la radio. Et on adorait Les Maîtres du Mystère parce qu'on éteignait tout, on allumait la radio, il y avait le voyant vert qui illuminait comme ça, là, et on se faisait peur, quoi. On était là à l'écoute de ça. Bon, il y avait également les chansons qui passaient, il y avait les émissions de variété. Donc la radio a compté, oui, bien sûr. Et puis, vous avez fait quelques avant-premières en province et vous avez été surpris par l'accueil du public, Alexandre Arcadi. J'ai été surpris par l'accueil du public parce que d'abord, il y a un enthousiasme absolument incroyable, une émotion qui est là, palpable, inouïe, mais pas forcément de ceux qui viennent d'Algérie. Hein. C'est tous ceux qui ont connu le déracinement, ceux qui ont eu une enfance particulière. Vous savez, il y a des gens qui me disaient, vous savez, nous dans le sud, quand il faisait chaud, on dormait comme les gamins, à même le carrelage, parce qu'on avait un peu de fraîcheur. Un troisième me disait, Blake le Rock, il lit Blake le Rock. Blake le Rock, il faut savoir que c'était un magazine qu'on achetait chaque mois et qu'on attendait avec impatience. C'est un magazine de western, quoi. C'était des cow-boys. Ou des BD, oui. Voilà. Alors, il y a des petites choses comme ça, des petites madeleines, j'allais dire des petits macroutes d'Alger qui se baladent partout et dans lesquels les gens se retrouvent. Au fond, c'est un petit peu comme dans Cinéma Paradiso. Quand on parle de ce village au fin fond de la Sicile, personne ne connaît ni les mœurs, ni ce village, ni rien. Et pourtant, le monde entier est touché par la sincérité et la vérité de ce film. Au fond, le petit blond de la Casbah est de cette famille-là. C'est-à-dire qu'on est touché, on est ému, on fait partie presque de la famille que j'ai décrit dans ce film. Oui, et puis on évoque une époque disparue et qui, hélas, ne reviendra jamais. Ça, c'est le privilège des metteurs en scène, de pouvoir refaire les décors, les costumes, remettre en perspective un temps qui n'existe plus. Ça, c'est magnifique, de pouvoir offrir ça. Et puis, c'est une façon de laisser une trace, de donner comme ça à la nouvelle génération une image de ce qu'a été une vie à une certaine époque.
Une vie qui continue, parce que vous n'allez pas en rester là, Alexandre Arcadi. Ah non, je ne vais pas en rester là, mais si vous voulez, ce film-là a son importance parce que c'est un film de la transmission. Voilà, c'est surtout ça. La transmission, elle existe à travers ce film que j'encourage celles et ceux qui nous écoutent à voir dès demain sur tous les écrans. Et je pense qu'ils seront aussi émus que celles et ceux qui l'ont déjà vu. Et puis ce livre qui est le complément, Le Petit Blond de la Casbah chez Plon, qui est donc une nouvelle édition de Exactement, vos avec un nouveau chapitre et puis quelques photos où on alterne les vrais visages de ma famille et les visages des acteurs. Voilà, le visage de la vie. Voilà. Merci Alexandre Arcadi, et donc rendez-vous demain sur les écrans. Merci infiniment. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.